Bonjour, aujourd'hui je vous propose de parler de la sclérose en plaques dans le cadre de l'UE 2.7, processus dégénératif et défaillance organique. Donc je tiens à rappeler tout d'abord que ceci est un mémo infirmier et non pas un cours, c'est-à-dire qu'il ne sera pas du tout exhaustif et il ne rappellera que les notions clés. Donc si vous voulez avoir vraiment un rappel exhaustif du cours, je vous invite à revoir tout simplement votre cours. Alors tout d'abord, un petit rappel sur les processus dégénératifs, et plus précisément les processus dégénératifs du système nerveux ou processus neurodégénératifs, comme la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson, la maladie à corps de Lévy et des scléroses. Donc la sclérose latérale amyotrophique, ou SLA, et celle que nous allons voir aujourd'hui, la sclérose en plaques, ou CEP. Je vous propose donc le plan suivant. Tout d'abord, des prérequis nécessaires à la bonne compréhension des notions abordées au cours de cette vidéo. Je vous inviterai donc à revoir certains cours des semestres précédents. Ensuite, je vous proposerai une définition de la sclérose en plaques, pour ensuite s'attaquer à la symptomatologie, ensuite les examens, les traitements et les éventuelles prises en charge non médicamenteuses avant de conclure. Afin de mieux comprendre les notions abordées dans cette vidéo, je vous invite à revoir diverses UE. Tout d'abord l'UE 2.2, cycle de la vie et grandes fonctions, où je vous invite à revoir votre cours sur le tissu nerveux afin de comprendre les notions suivantes. Le système nerveux central, la substance blanche et la substance grise. Je vous inviterai aussi à revoir, et c'est fondamental, la fonction de la gaine de myéline, qui a en fait pour but d'augmenter la vitesse de conduction de l'influx nerveux au long des fibres nerveuses. Ensuite, dans l'UE 2.5, processus inflammatoire et infectieux, je vous invite à revoir les deux définitions suivantes, donc celle de la maladie inflammatoire et celle de la maladie auto-immune. Enfin, dans les UE relatives à la pharmacologie, je vous inviterai à voir vos cours sur la corticothérapie. La sclérose en plaques est une maladie neurodégénérative se développant dans la substance blanche du cerveau. C'est une maladie chronique auto-immune se traduisant par une inflammation disséminée dans la substance blanche du système nerveux central, détruisant la myéline des axones. C'est une maladie neurodégénérative, du coup, touchant la gaine de myéline qui entoure et protège les axones, entraînant une perte axonale ou une atrophie. Pour rappel, la gaine de myéline permet d'augmenter la vitesse de conduction de l'influx nerveux le long des fibres nerveuses. Sur le plan épidémiologique, la sclérose en plaques toucherait près de 100 000 personnes en France. Donc on a à peu près un ratio de 3 femmes pour un homme touché, donc c'est une maladie majoritairement féminine. Le début de l'apparition de la maladie se situe autour de 25-30 ans, c'est donc une maladie du sujet jeune. Il s'agit d'ailleurs de la première cause de handicap non traumatique dans cette tranche d'âge, et bien sûr ce handicap aura des conséquences sur la vie sociale, familiale et professionnelle de ces individus. Au niveau des symptômes, on constate tout d'abord une fatigue majeure, mais aussi des troubles de la motricité, tels que des troubles de la marche, des raideurs, des troubles de l'équilibre et de la coordination. On a également des troubles visuels, comme des névrites optiques, qui sont des atteintes du nerf optique, des diplopies, donc qui sont une vision double, qui disparaît lorsque le patient ferme un œil, par exemple. Ensuite, on a également des troubles sensitifs, avec des paresthésies, des douleurs de type de brûlure, des impériosités et des fourmillements. Au niveau des troubles vésico-sphinctériens, on a également des troubles urinaires, des dysuries, avec une fréquence importante d'infections urinaires. Et donc, quand ces infections urinaires apparaissent, il y a également des polyacuries et des troubles sexuels. Au niveau des troubles digestifs et rectaux, on constate aussi des constipations, des impériosités et, en fin de maladie, des formes d'incontinence. Enfin, des troubles de la parole avec des dysarthries, c'est-à-dire des troubles de l'articulation ou des gènes de la déglutition. Enfin, des troubles cognitifs, tels que des difficultés de la concentration et une absence de mémoire récente. Donc bien sûr, cette liste de symptômes n'est pas exhaustive. Insistons maintenant sur les mots-clés suivants. Donc tout d'abord, la poussée, qui est le reflet de l'inflammation. Elle caractérise l'apparition de nouveaux symptômes neurologiques ou la réapparition, voire l'aggravation d'anciens symptômes de manière subaiguë pendant plus de 24 heures. Donc cela indique la possibilité que les nerfs détruits se régénèrent. Donc les poussées peuvent être réversibles. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la myéline peut se régénérer pour protéger à nouveau l'axone et les symptômes peuvent disparaître. Attention tout de même parce que cela n'est pas du tout systématique et cela peut être réversible mais ne l'est pas forcément. Enfin, la notion de progression, qui est le reflet de la destruction neuronale. Donc cela va prendre des formes différentes en fonction de l'atteinte et du patient. Donc au bout de 10 ans, généralement, le patient présente des diminutions de cadre de la marche,
Donc on verra après la nécessité de la kinésithérapie pour diminuer la diminution de cadre de marche. Et donc cela montre également une aggravation continue des symptômes sur une période d'au moins 6 mois, indépendamment des poussées. Cela caractérise des pertes axonales et une atrophie du cerveau qui est visible d'ailleurs à l'IRM. Ce handicap devient alors irréversible sur 20 ans. Concernant les examens, il est important de spécifier qu'il n'existe pas de test diagnostic. Néanmoins, l'imagerie par résonance magnétique ou IRM est quand même l'examen clé pour le dépistage de cette maladie. En effet, l'IRM va montrer des lésions blanches diffuses à différents endroits du système nerveux central qui permettront d'identifier la présence de la sclérose en plaques. Ensuite, nous avons la ponction lombaire qui va rechercher une inflammation avec fabrication d'anticorps au sein du liquide céphalorachidien. Et enfin, les potentiels évoqués montrent des troubles de la conduction électrique. Alors, concernant la sclérose en plaques, il y a 3 types de traitements médicamenteux. Donc, tout d'abord, les traitements de poussée, donc qui vont agir au moment des poussées, le traitement de fond et le traitement symptomatique, donc qui sera variable en fonction des symptômes présentés par le patient. Tout d'abord, le traitement des poussées, qui a pour but de réduire la durée et l'intensité des poussées inflammatoires. Cela permet donc une récupération plus rapide. Il n'est toutefois pas systématique, on ne traite la poussée que quand cela est gênant pour le patient. Donc ça se présente généralement sous forme de bolus de corticoïdes comme le Solu-Médrol. L'objectif principal est de diminuer l'inflammation liée à la poussée et de permettre une récupération optimale le plus rapidement possible. Mais ce n'est pas un traitement d'urgence et il est là uniquement si la poussée est invalidante pour le patient. Quelles sont les surveillances de la corticothérapie? Donc pour cela, je vous invite à revoir vos cours de l'UE 2.11 S3 donc concernant la pharmacologie et les thérapeutiques des anti-inflammatoires stéroïdiens. Donc il faut savoir que les anti-inflammatoires stéroïdiens, et principalement les corticoïdes, entraînent tout d'abord un dérèglement au niveau du métabolisme. On va tout d'abord chercher une hyperglycémie, donc on va surveiller la glycémie. On va surveiller également la cholestérolémie à la recherche d'une hypercholestérolémie et une lipidémie à la recherche d'une hyperlipidémie. Et enfin une protidémie à la recherche d'une hypoprotidémie. Ensuite, on surveille également le ionogramme, notamment la calcémie, donc c'est-à-dire le taux de calcium dans le sang, à la recherche d'une hypocalcémie, une natrémie, donc qui est le taux de sodium dans le sang, à la recherche d'une hypernatrémie, et enfin une kaliémie, c'est-à-dire le taux de potassium dans le sang, et on recherche plutôt une hypokaliémie. Le traitement de fond agit sur le système immunitaire. Il est adapté pour prévenir les nouvelles poussées et l'aggravation. Donc l'objectif est de diminuer la survenue des poussées, du nombre de lésions et retarder la survenue des séquelles. On distingue 2 types de traitements de fond, donc les immunomodulateurs comme les interférons, qui vont avoir un impact sur l'immunité mais sans augmenter le risque infectieux, et les immunosuppresseurs tels que les méthotrexate ou l'endoxan, donc qui sont principalement des anticorps monoclonaux et qui là pour le coup vont augmenter le risque infectieux et même carcinologique. Quel est le rôle infirmier pour les traitements immunomodulateurs? Donc il faut savoir que les interférons sont des molécules à administrer par voie injectable, intramusculaire ou sous-cutanée. D'ailleurs, ce traitement peut être généré par le patient lui-même à son domicile. Sur les premières semaines de traitement, il y a tout d'abord un risque d'inflammation au niveau du point de ponction. Ensuite, un syndrome grippal ou pseudo-grippal peut également apparaître avec les signes cliniques suivants, tels que l'hyperthermie, les courbatures ou les maux de tête. Quelle surveillance pour les traitements immunosuppresseurs? Il faut tout d'abord savoir que l'endoxan est une molécule anticancéreuse. De fait, son administration ne se fera que dans un contexte hospitalier par perfusion. Il s'agit d'un traitement des formes agressives de sclérose en plaques et présente une toxicité non négligeable au niveau urinaire, avec un risque hémorragique notamment. Pour rappel, les immunosuppresseurs agissent sur le système immunitaire en réduisant fortement les défenses de l'organisme. Il y a donc un risque de troubles digestifs et il faut également réaliser une surveillance biologique et hématologique en raison de l'augmentation du risque infectieux et carcinologique. Enfin, pour terminer, notion très importante, les immunosuppresseurs sont à prendre à heure fixe. Concernant les traitements symptomatiques, il sera difficile d'en établir une liste exhaustive. En effet, ces traitements sont variables, bien évidemment, selon les symptômes. Toutefois, l'objectif reste le même, c'est-à-dire améliorer la qualité de vie du patient en limitant les répercussions de la maladie sur sa vie personnelle et professionnelle.
Ces traitements, divers et variés, peuvent être de nature médicamenteuse ou non. Prenons à titre d'exemple la prise en charge kinésithérapeutique pour favoriser le renforcement musculaire. La prise en charge non médicamenteuse est également primordiale dans le cas de la sclérose en plaques. Donc, il faut notamment une prise en charge globale et pluridisciplinaire avec différents médecins spécialistes, principalement le neurologue, mais aussi ceux qui vont traiter, on va dire, les troubles associés en neurologie, en ophtalmologie par exemple. Il y a aussi besoin des infirmières, des psychologues parce que la maladie aura des répercussions également psychologiques, le kiné notamment pour la rééducation et le renforcement musculaire, et l'assistante sociale pour tout ce qui est prise en charge sociale et reconnaissance du statut d'handicapé par exemple. Et enfin, il est aussi primordial de soutenir les aidants parce que les aidants sont fondamentaux dans cette maladie. Concernant la prise en charge sociale, il faut savoir que la sclérose en plaques est une affection de longue durée qui est donc prise en charge à 100% par l'assurance maladie. Enfin, la CEP permet la reconnaissance de la qualité de travailleur en situation de handicap dans certains cas où la maladie devient très invalidante. Elle permet aussi d'ouvrir à des prestations telles que la pension d'invalidité et offrir des aides comme des aides ménagères ou des aides à domicile dans le cas où le handicap prendrait de l'ampleur. En conclusion, nous avons vu que la sclérose en plaques est une maladie neurologique d'intensité variable, avec un retentissement bien sûr sur la vie professionnelle et personnelle de l'individu. Toutefois, des traitements permettent de diminuer le nombre de poussées et de ralentir le handicap. Ces traitements ont toutefois des effets secondaires non négligeables pour certains. Il faut noter tout de même que la neurologie est une spécialité où la notion de travail en équipe interdisciplinaire est primordiale tant à domicile qu'à l'hôpital.